Je m'appelle Jean, j'ai conduit des poids lourds pendant plus de 20 ans à travers toute la France. Les nuits sur la route sont longues, solitaires, et parfois, elles vous offrent bien plus que le simple grondement du moteur. Cette histoire-là, je ne l'oublierai jamais. J'étais parti de Bordeaux un soir d'hiver, chargé de matériaux que je devais livrer à Lille. Il était environ 20 heures, j'avais dormi un peu l'après-midi dans un relais routier, alors je me sentais parfaitement prêt pour rouler toute la nuit. Les routes nationales étaient presque désertes, et je savourais ce silence particulier des trajets nocturnes. Le temps était humide, un peu de brouillard s'épaississait sur les bas-côtés, mais rien de surprenant pour la saison. Vers minuit passé, alors que je longeais un tronçon isolé de la RN10, j'ai aperçu soudain, dans mon rétroviseur, une camionnette blanche qui sortait des bois et se plaçait derrière moi. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Peut-être un artisan fatigué qui avait décidé de reprendre la route après une pause. Mais très vite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le véhicule restait collé derrière mon camion sans jamais tenter de me dépasser. J'ai ralenti, comme je le fais toujours quand quelqu'un semble hésiter. J'ai mis mon clignotant, lui laissant le champ libre pour me doubler. Mais non. La camionnette ralentissait elle aussi, refusant obstinément de me dépasser. Cela a duré des kilomètres entiers. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'agacer. Je ne comprenais pas ce que ce conducteur cherchait à faire. 2 heures plus tard, elle était toujours là. Alors, j'ai décidé de m'arrêter dans une station-service près de Poitiers. Je me suis dit, il continuera tout droit, et moi je pourrais enfin respirer. Mais à peine avais-je quitté la nationale pour entrer dans la station que j'ai vue, dans mon rétroviseur, la camionnette suivre la même trajectoire, sauf qu'elle s'est arrêtée à l'entrée, les phares braqués sur moi, sans avancer davantage. Je suis allé aux toilettes, j'ai acheté un café et un sandwich, mais lorsque je suis ressorti, la camionnette était toujours là, immobile. Les vitres, totalement opaques, impossible de distinguer qui se trouvait à l'intérieur. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis approché. J'ai frappé à la vitre, d'abord doucement, puis plus fort. Pas de réponse. J'ai crié « Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi me suivez-vous » Silence total. Puis, d'un coup sec, le moteur a rugi et le véhicule a démarré brusquement, me frôlant presque, avant de disparaître dans la nuit. Soulagé, je suis remonté dans mon camion et j'ai repris la route. Mais à peine avais-je retrouvé la nationale, 1 heure plus tard, que mes phares ont de nouveau illuminé cette silhouette blanche surgissant des ténèbres et reprenant sa place, juste derrière moi. Je n'avais plus affaire à un simple automobiliste nerveux. Non. Cette camionnette me suivait comme une ombre, comme si elle voulait me pousser à bout, ou pire. Je sentais mes mains trembler sur le volant, la sueur froide couler le long de ma nuque. Et puis, au détour d'une longue ligne droite, elle a commencé à se décaler, roulant à ma hauteur. Ses vitres restaient opaques, mais je pouvais sentir un regard peser sur moi depuis l'intérieur. J'ai klaxonné, crié, tenté d'accélérer, mais la camionnette imitait chacun de mes mouvements. Puis elle s'est rapprochée dangereusement de mon camion, au point de le heurter légèrement. J'ai perdu le contrôle, mon poids lourd a quitté la route, traversé une barrière et fini sa course dans un champ boueux. Le moteur s'est éteint d'un seul coup. Ma radio CB ne fonctionnait plus. Et mon téléphone affichait aucun réseau. Isolé, à 3 heures du matin, je me suis retrouvé là, impuissant, dans le silence le plus absolu, jusqu'à ce que je vois des phares s'approcher derrière moi. La camionnette blanche, elle s'est arrêtée à quelques mètres. Les phares se sont éteints, plus un bruit. Elle attendait. Je me suis enfermé, verrouillant toutes les portes. Mais à cet instant précis, j'ai su que ma nuit venait de basculer dans quelque chose d'inexplicable. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de cette camionnette blanche figée dans l'ombre à quelques mètres derrière mon poids lourd. Tout était silencieux, sauf le souffle irrégulier de ma propre respiration et le battement sourd de mon cœur dans mes tempes. J'avais ma lame de poche dans la main.
serré à m'en faire blanchir les jointures. J'ai attendu. 1 minute, puis 5. Rien. Aucune portière ne s'ouvrait. Pas un mouvement. L'angoisse montait comme une vague noire. Alors j'ai pris une décision insensée. Descendre, marcher jusqu'à elle et exiger des réponses. L'air était glacé, humide. Le brouillard enveloppait le champ comme une nappe épaisse, touffant chaque son. J'avançais lentement, ma lampe torche tremblante entre mes doigts. Les vitres de la camionnette restaient opaques, comme si elles avalaient la lumière sans jamais rien refléter. « Ouvrez !» ai-je crié en frappant du poing sur la portière. Le métal froid vibrait sous mes coups. Pas de réponse, pas un souffle, juste mon propre écho. Alors, dans un geste que je regrette encore aujourd'hui, j'ai tiré la poignée. La portière s'est ouverte sans résistance, en grinçant faiblement. L'intérieur était vide, complètement vide. Pas de siège, pas de tableau de bord. Juste une carcasse déserte, rongée par la poussière et par le temps. Je me suis figé, incapable de respirer. Comment ? Je l'avais vu rouler, me suivre, me frôler. Et pourtant, cette camionnette semblait abandonnée depuis des années. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Derrière moi, j'ai cru entendre un pas. Je me suis retourné d'un coup, balayant le champ de ma lampe. Personne. Le silence total. Mais alors que je revenais vers mon camion, je l'ai aperçu. À quelques mètres de là, dans la brume, une silhouette. Un homme, immobile, qui me fixait. Ses traits étaient indistincts, noyés dans l'ombre. Quand j'ai fait un pas vers lui, il a levé le bras et m'a fait signe de le suivre. Contre toute logique, je l'ai fait. Mes bottes s'enfonçaient dans la terre humide. L'odeur s'est mise à changer, une senteur lourde, âcre, comme celle de la chair en décomposition. Plus j'avançais, plus cette puanteur devenait insoutenable. La silhouette s'est arrêtée près d'un talus. Elle regardait le sol, immobile, comme figée. J'ai accéléré pour la rejoindre, mais quand je suis arrivé à sa hauteur, il n'y avait plus personne. Seulement la brume et ce silence pesant. J'ai baissé ma lampe vers l'endroit qu'il semblait indiquer. Et là, je les ai vus. 3 corps, à moitié enfouis sous la terre humide, les visages défigurés par le temps, impossibles à identifier. J'ai reculé d'un bond, le cœur affolé, les mains glacées. Tout mon être criait de fuir, de quitter ce champ maudit. Mais au moment où j'ai levé les yeux vers mon camion, je l'ai vu. La camionnette blanche n'était plus derrière moi. Elle était garée juste à côté du poids lourd, et ses phares venaient de s'allumer, aveuglants, braqués droit sur moi. Les phares m'aveuglaient, 2 lames de lumière blanche plantées dans mes yeux. Je ne voyais plus rien autour de moi, seulement cette clarté crue qui dévorait le brouillard. Mon corps s'est figé, incapable d'avancer ni de reculer. Je ne distinguais aucun mouvement derrière le pare-brise, juste cette présence invisible qui me fixait. Puis, sans prévenir, les phares se sont éteints. Le silence est retombé, encore plus lourd qu'avant. La camionnette était là, immobile, sombre, mais je sentais qu'elle n'était pas vide. J'ai couru vers mon camion, la gorge serrée, priant pour que la clé tourne. Je me suis hissé dans la cabine, j'ai claqué la portière, verrouillé en tremblant. Mes mains glissaient sur le volant tant elles étaient émoites. Une seconde plus tard, j'ai essayé de démarrer. À ma surprise, le moteur a rugi, comme si rien ne s'était passé. J'ai enclenché la vitesse, décidé à fuir à tout prix. Mais quand mes phares d'Atiti ont balayé la route, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. La nationale que j'avais quittée semblait avoir disparu. Devant moi, un chemin de campagne, étroit, bordé de haies hautes et sombres, s'étirait à perte de vue. J'étais pourtant certain d'avoir roulé sur un axe principal. Alors comment avais-je pu me retrouver là ? Je n'avais pas le choix. J'ai roulé, lentement, espérant retrouver une route connue. Les arbres se resserraient autour de moi, leurs branches griffant presque la carrosserie.
J'avais l'impression d'entrer dans un tunnel végétal. Et c'est là que j'ai entendu un bruit, d'abord discret, comme un frottement, puis plus net, des coups. Quelqu'un frappait sur la paroi arrière de ma remorque. 3 coups, espacés, réguliers. Je me suis arrêté net, le souffle coupé. Je suis descendu, la lampe torche en main, avançant le long de mon camion. Chaque pas me paraissait résonner dans la nuit. J'ai contourné la remorque, et rien. Personne. Mais la boue au sol portait des traces. 3 séries d'empreintes, profondes, confuses, qui semblaient venir de nulle part et disparaître à nouveau dans les haies. J'ai senti mes jambes se dérober. En revenant vers la cabine, j'ai levé les yeux. Et là, j'ai vu, dans mon rétroviseur latéral, un visage, collé à la vitre, juste derrière mon siège. Des yeux sombres, fixes, sans vie. J'ai sursauté. J'ai ouvert la portière pour bondir à l'extérieur, mais quand je me suis retourné, la cabine était vide. J'étais seul. Enfin, c'est ce que je croyais. Car derrière moi, dans l'obscurité de la route étroite, les 2 phares de la camionnette venaient de s'allumer à nouveau. Les phares se rapprochaient lentement, éclairant la route étroite comme 2 yeux de prédateurs. J'ai sauté dans ma cabine, j'ai démarré en trombe, les mains crispées sur le volant. Le moteur rugissait, mais la route sinueuse m'obligeait à rouler prudemment. Derrière moi, la camionnette suivait, implacable, jamais trop près, jamais trop loin, comme si elle jouait avec moi. Chaque virage semblait rétrécir davantage. Les haies hautes donnaient l'impression que je m'enfonçais dans un couloir sans fin. Le brouillard s'épaississait, avalant la lumière de mes phares. Et toujours, dans mon rétroviseur, cette tache blanche, régulière, persistante. Je me suis mis à prier, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Puis, au détour d'un virage, la route a débouché sur une clairière. J'ai freiné brusquement. Devant moi, plus d'asphalte, seulement un chemin boueux qui disparaissait dans les bois. Je savais que je risquais de m'embourber, mais j'ai continué. J'avais trop peur de m'arrêter. Quelques centaines de mètres plus loin, le camion s'est enlisé, les roues patinant dans la boue. J'ai juré à voix haute, tapant sur le volant. La camionnette s'est arrêtée à l'entrée du chemin, ses phares en éteints. Elle m'attendait, puis le silence a été brisé. Un bruit sourd, métallique, résonnait contre ma remorque. Comme si quelqu'un ou quelque chose s'y déplaçait à l'intérieur. 3 pas lourds, puis le silence. Mon sang s'est glacé. J'avais chargé des palettes de matériaux. Rien ni personne n'aurait dû se trouver là. J'ai saisi ma lampe et mon couteau et je suis descendu. La nuit me semblait plus dense que jamais. Chaque souffle de vent me faisait sursauter. J'ai contourné la remorque, la main tremblante, et j'ai ouvert la porte arrière. L'intérieur était vide. Les palettes alignées, rien de plus. Mais une odeur pestilentielle s'en échappait. Une puanteur de terre humide et de chair pourrie. J'ai reculé en toussant, la main sur la bouche. Puis j'ai entendu un murmure, juste derrière moi. Une voix rauque, presque éteinte. « Aide-nous !» Je me suis retourné, la lampe tremblante. Personne. Seulement le brouillard et l'obscurité. Mais les traces de boue au sol, elles n'étaient plus seules. Il y avait maintenant des empreintes ensanglantées qui s'éloignaient de ma remorque vers la forêt. 3 séries, côte à côte. Je savais ce que je devais faire. Courir, fuir, ne pas regarder en arrière. Mais mes jambes ne bougeaient pas. Comme si une force invisible manquerait là, au milieu de cette clairière maudite. Et c'est à ce moment que j'ai aperçu, entre les arbres, 3 silhouettes, immovées, me fixant. Elles étaient là, figées entre les troncs, comme sculptées dans la brume. 3 silhouettes, fines, presque frêles, mais immobiles d'une façon qui n'avait rien d'humain. Mon cœur battait si fort que je sentais ma poitrine vibrer. J'ai braqué ma lampe vers elles. La lumière a révélé des visages décomposés, pâles, méconnaissables, mais jeunes. 2 garçons et une fille, à peine une vingtaine d'années. Leurs yeux vides me fixaient avec une intensité insoutenable, comme s'ils exigeaient quelque chose de moi. Je n'ai pas pu bouger. Ma gorge était sèche, mes jambes faibles.
Puis, en un mouvement brusque, les trois ont levé la main et m'ont désigné la camionnette blanche. J'ai tourné la tête. Elle était toujours là, garée à l'entrée du chemin, silencieuse, sombre. Mais cette fois, ses phares se sont rallumés tout seuls, sans bruit de moteur. 2 faisceaux fixes, froids, dirigés droit sur moi. Et alors, j'ai compris. La voix que j'avais entendue, les empreintes dans la boue, les coups contre la remorque, ce n'était pas une menace. C'était un appel à l'aide. Ces 3 jeunes voulaient que je les découvre, que je révèle ce qui leur était arrivé. Un vertige m'a saisi. J'ai lâché ma lampe qui est tombée dans la boue. L'obscurité a avalé leurs visages. Quand j'ai voulu les revoir, il n'y avait plus rien. Seulement la forêt, silencieuse. Je suis remonté en hâte dans ma cabine, le souffle court. J'ai tenté de redémarrer le camion. Cette fois, contre toute attente, le moteur a obéi. Mais à peine avais-je enclenché la marche arrière que la camionnette a avancé d'elle-même. Elle s'est placée juste derrière moi, bloquant toute fuite. Puis, lentement, ses vitres se sont illuminées de l'intérieur. Pas par une lumière électrique, mais comme si des flammes s'agitaient dans son habitacle. J'ai distingué des formes mouvantes à travers les vitres opaques. Des ombres déformées, tordues, qui se débattaient. Je n'oublierai jamais le cri qui a suivi. Un hurlement collectif, atroce, sorti tout droit de l'enfer. Comme si 3 âmes prisonnières hurlaient à l'unisson dans cet espace clos. J'ai fermé les yeux, hurlé moi aussi, priant pour que tout cela cesse. Et soudain, plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux, la camionnette avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Je suis resté immobile, tremblant, incapable de comprendre. Puis, à travers le pare-brise, dans la lueur de mes phares, j'ai vu ce que la brume tentait de cacher. Un panneau de signalisation renversé. Les lettres effacées indiquaient encore « Route barrée, accident mortel, décembre 1998 ». C'était ici. C'était là que tout avait commencé. Le moteur ronronnait encore, mais mes mains tremblaient un peu trop pour tenir le volant. Je fixais ce vieux panneau rouillé planté de travers, ces lettres à moitié effacées par le temps. Accident mortel. Décembre 1998. Une date figée. Plus de 20 ans s'étaient écoulés, et pourtant, l'air autour de moi semblait toujours imprégné de cette nuit-là. Je savais que je ne pouvais pas repartir, comme si de rien n'était. Alors j'ai pris une décision insensée. Sortir de la cabine, lampe en main, et explorer les alentours. Le brouillard s'accrochait aux branches basses, et chaque pas s'enfonçait dans la boue. Mais quelque chose, une force invisible, me poussait à avancer. Après quelques mètres, j'ai découvert les vestiges d'un ancien mémorial. 3 croix de bois, presque entièrement pourries, envahies de mousse. À leurs pieds, des bouquets fanés, réduits à des tiges noircies, des photos jaunies, collées sous des plastiques fendillés, montraient des visages souriants. 3 étudiants, appareil photo en main, bras dessus, bras dessous. C'étaient eux, les silhouettes que j'avais vues dans la clairière. Un frisson glacé a parcouru mon échine. Leur destin n'était plus seulement une vision nocturne. Il s'était imprimé dans la réalité, ici, à cet endroit précis. J'ai entendu alors un bruit derrière moi. Des pas. Je me suis retourné brusquement, éclairant la brume avec ma torche. Un homme se tenait là, vêtu d'un long manteau sombre. Ses traits étaient indistincts, avalés par l'ombre, mais sa voix, grave, a percé le silence. « Vous les avez vus, n'est-ce pas ?» J'ai reculé d'un pas, incapable de répondre. « La camionnette, elle vous a trouvé. Cela n'arrive pas par hasard. » Ces mots résonnaient comme une sentence. J'ai balbutié « Qui êtes-vous » Mais l'homme n'a pas répondu. Il s'est approché des croix, a effleuré l'une d'elles de sa main gantée. 3 jeunes, disparus une nuit d'hiver. Ils enquêtaient sur les disparitions dans le sud. Leur camionnette a été retrouvée ici, écrasée contre un arbre.
Mais leur corps, jamais. Ses yeux, enfin visibles dans la lueur de ma torche, brillaient d'une intensité troublante. Depuis, elle roule encore. Elle choisit ses proies, et ceux qui la croisent finissent par voir ce qu'elle veut montrer. Je voulais fuir, mais mes jambes étaient lourdes comme du plomb. J'ai osé demander « Pourquoi moi ?» L'homme a souri, un sourire sans chaleur. « Parce que vous êtes routier. Comme eux, vous traversez la nuit. Comme eux, vous portez les secrets de la route. Mais attention !» Il s'est penché vers moi, son souffle glacé tout près de mon oreille. « La camionnette ne disparaît jamais vraiment. Elle vous suivra désormais, où que vous alliez. » Et d'un clignement d'œil, il n'était plus là. Seulement la brume, le silence et ces 3 croix rongées par le temps. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Une fois le jour levé, j'ai repris la route comme un automate, incapable de penser à autre chose qu'à ces 3 visages et à cette camionnette qui semblait m'avoir choisi. Chaque bruit de moteur, chaque reflet dans mon rétroviseur me faisait sursauter. En arrivant à Tours, je me suis arrêté dans un relais routier. Les routiers connaissent tous les histoires qui circulent sur les nationales. Et je voulais savoir si quelqu'un d'autre avait déjà croisé cette chose. Autour d'un café brûlant, j'ai commencé à parler. D'abord prudemment, de peur qu'on me prenne pour un fou. Mais à ma grande surprise, un vieux chauffeur, moustache grise et regard fatigué, m'a interrompu avant même que je termine. La camionnette blanche, sa voix tremblait. Le silence est tombé dans la salle. Même les autres routiers, pourtant habitués aux récits les plus invraisemblables, ont baissé les yeux. Le vieil homme s'est penché vers moi, les coudes sur la table. On en parle depuis des années. Certains disent qu'elle apparaît toujours entre minuit et 3 heures du matin. Toujours sur des tronçons isolés, elle colle derrière toi, t'empêche de rouler normalement. Et si tu t'arrêtes, elle attend. Je l'écoutais, pétrifié. J'avais un ami, Michel. Il a disparu en 2005 sur la RN20. On l'a retrouvé 3 jours plus tard. Son camion garé sur un chemin forestier, moteur allumé. Mais lui n'était plus là. Aucun signe de lutte, rien. Juste une trace de pneu. Une seule. Celle d'une fourgonnette blanche. Il s'est interrompu, la gorge nouée. Depuis, je refuse de rouler de nuit. J'ai vu trop de collègues partir comme ça. Et toi, mon gars, si tu l'as croisée une fois, tu la recroiseras. Elle ne lâche jamais ses proies. Un silence pesant a suivi. J'avais l'impression que les murs du relais se resserraient autour de moi. Alors j'ai fait ce que je n'aurais jamais dû faire. Chercher dans les archives. À la bibliothèque municipale, je suis tombé sur un vieux dossier de presse. Une série d'articles jaunis, presque oubliés. 3 étudiants disparus lors d'un reportage. Les photos correspondaient exactement au visage que j'avais vu dans la clairière. Journalistes en herbe, partis enquêter sur les disparitions le long de la frontière espagnole. Leur dernier appel téléphonique datait de décembre 1998. Après ça, plus rien. Leur corps n'avait jamais été retrouvé. J'ai senti un poids s'abattre sur ma poitrine. Tout concordait. La camionnette, les apparitions, les cris. Et au moment où j'allais refermer le dossier, une feuille, pliée, est tombée du dossier. Une note manuscrite, à moitié effacée, griffonnée par un enquêteur de l'époque. Le véhicule est retrouvé accidenté, mais continue d'apparaître. Témoins multiples. Toujours la nuit. Toujours les routiers. J'ai relu la phrase au moins 10 fois, incapable de comprendre comment un policier avait pu écrire ça noir sur blanc. Mais le pire, c'est la dernière ligne, à peine lisible sous le papier froissé. Ceux qui la voient d'une fois finissent toujours par disparaître. Je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais découvert. Cette camionnette n'était pas une simple légende de routier fatigué. Elle avait laissé des traces, même dans les archives officielles. Mais pour aller plus loin, je devais trouver quelqu'un qui avait enquêté à l'époque.
Après plusieurs coups de fil et de longues recherches, j'ai fini par obtenir un nom. L'inspecteur Arnaud Delmas, aujourd'hui à la retraite, qui avait dirigé l'enquête sur la disparition des 3 étudiants. Je l'ai trouvé dans un petit village au pied des Pyrénées, vivant seul dans une maison décrépite, les volets toujours fermés. Quand il m'a ouvert la porte, son visage ridé et ses yeux fatigués m'ont dit tout de suite que l'homme portait un poids énorme. Je lui ai expliqué qui j'étais, ce que j'avais vu. Je m'attendais à ce qu'il me prenne pour un fou. Mais non. Il m'a simplement invité à entrer, en silence, et a sorti une vieille boîte métallique de sous son lit. À l'intérieur, des photos jaunies, la camionnette blanche, accidentée contre un arbre, les vitres brisées, le capot enfoncé. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas l'état du véhicule. C'étaient les photos suivantes. Elles montraient la camionnette, des années plus tard, sur différents tronçons de route, toujours intacte, toujours la même, prise par des gendarmes lors de patrouilles, par des routiers traumatisés, parfois même par des habitants de villages reculés. Elle revient toujours, a soufflé Delmas, la voix brisée. J'ai perdu mon sommeil à cause de cette affaire. J'ai perdu ma carrière aussi. On m'a traité de fou. On m'a forcé à prendre ma retraite anticipée. Mais je sais ce que j'ai vu. J'ai vu cette fourgonnette garée devant ma propre maison, un soir de 2002. Je n'ai jamais ouvert mes volets depuis. Il tremblait en parlant. Ses mains serraient un vieux crucifix terni, comme s'il cherchait une protection. Ces jeunes, ils étaient innocents. Ils voulaient dénoncer des disparitions. Mais ils ont été pris dans quelque chose de plus grand qu'eux. La camionnette n'est plus seulement un véhicule. C'est une tombe roulante. Elle les porte encore. Je ne savais plus quoi dire. Mais il a ajouté une dernière phrase qui m'a glacé jusqu'à la moelle. Si elle t'a choisi, alors tu ne peux pas y échapper. Elle te suivra, même quand tu crois qu'elle n'est plus là. Et chaque fois qu'elle réapparaît, c'est pour rapprocher celui qu'elle poursuit de son propre destin. Je suis reparti de cette maison avec une certitude horrible. Je n'étais plus seulement un témoin, j'étais devenu une partie de cette histoire. Et cette nuit-là, en reprenant la route, mes phares ont illuminé quelque chose sur le bas-côté. Une plaque en métal tordue, arrachée d'une barrière. Dessus, on distinguait à peine les lettres « Accident mortel »,« RN20, 2005 ». Et juste derrière, 2 phares blancs venaient de s'allumer. Quand j'ai vu ces 2 phares s'allumer derrière moi, mon instinct m'a hurlé de fuir. Mais je savais que fuir ne servait plus à rien. J'ai freiné, serré les dents, et j'ai décidé d'affronter enfin cette chose qui me hantait. Je suis sorti de ma cabine, la nuit glacée mordant ma peau, et j'ai marché droit vers la lumière. Chaque pas résonnait dans le silence, mes bottes s'enfonçant dans la terre humide. La camionnette blanche m'attendait, immobile, ses vitres opaques comme 2 yeux morts. J'ai posé ma main sur la portière. Elle a cédé immédiatement, comme si elle m'invitait à entrer. L'odeur de moisissure et de métal rouillé m'a envahi les narines. À l'intérieur, cette fois, il n'y avait pas le vide, mais des photos, des dizaines de photos épinglées sur les parois, des visages, des routiers, des voyageurs, des inconnus, tous figés dans un sourire étrange, glacé, et parmi eux, mon propre visage. Pris quelques jours plus tôt, au relais routier où j'avais parlé au vieux chauffeur. Mon souffle s'est coupé. Je n'avais plus de doute, la camionnette savait. Elle collectait les âmes de ceux qu'elle avait piégés, et j'étais le prochain. Alors j'ai hurlé, j'ai arraché les photos, j'ai frappé contre la tôle, comme si je pouvais détruire la malédiction à main nue. La camionnette s'est mise à vibrer, ses vitres claquant comme sous un orage invisible. Puis, soudain, un silence absolu. Tout s'est éteint. Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait jour. Mon camion était garé au bord d'une aire de repos près d'Orléans. Les voitures passaient normalement, les oiseaux chantaient, comme si tout n'avait été qu'un cauchemar.
Pendant un instant, j'ai cru être libre. J'ai roulé des heures, le cœur enfin apaisé, persuadé que l'horreur appartenait au passé. Mais le soir, en me garant dans une nouvelle station, j'ai allumé la radio CB pour prendre des nouvelles des autres routiers. Une voix grésillante s'est élevée, familière. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des jours. « Jean, aide-nous !» Mon sang s'est glacé. C'étaient eux, les 3 étudiants. Et à travers la vitre de ma cabine, reflétée dans le pare-brise de mon propre camion, j'ai vu une silhouette assise sur mon siège passager. Je n'osais pas bouger. La silhouette assise sur le siège passager se dessinait dans le reflet du pare-brise, parfaitement immobile. Mon cœur battait si fort que chaque pulsation m'assourdissait. Je me suis tourné lentement, priant pour ne rien voir. Mais elle était bien là. Une jeune femme, cheveux noirs collés par l'humidité, le visage pâle comme la lune. Ses yeux vides me fixaient, et quand elle a ouvert la bouche, aucun son n'en est sorti. Pourtant, dans ma tête, sa voix résonnait clairement. « Tu dois nous libérer. » Je tremblais de tous mes membres. « Comment ?» ai-je murmuré, incapable de détourner le regard. Alors, en un souffle glacé, elle a posé sa main translucide sur le tableau de bord. Et l'image a changé autour de moi. La cabine s'est dissoute comme de la fumée. Je n'étais plus dans mon camion. J'étais de retour dans la clairière, là où j'avais découvert les 3 corps. Mais cette fois, ils n'étaient pas à moitié enfouis. Ils se tenaient rayon debout, face à moi. 2 garçons, une fille. Leurs visages marqués par la mort, mais leurs yeux brûlants d'une lueur implorante. « Dis la vérité », a dit l'un d'eux. « Ne les laisse pas nous effacer. » Le sol s'est mis à trembler. La camionnette blanche est apparue derrière eux, avançant lentement, comme pour les aspirer à nouveau. J'ai couru, j'ai crié, j'ai essayé de les retenir, mais mes mains traversaient leur corps comme de la brume. Alors j'ai fait la seule chose possible. J'ai hurlé dans la nuit, appelant à l'aide, priant pour que quelqu'un entende. Et tout s'est effondré. Je me suis réveillé dans mon camion, au bord de l'autoroute. Le moteur ronronnait doucement, les passants circulaient normalement, comme si rien ne s'était produit. Mais sur le siège passager, 3 photos jaunies m'attendaient, les visages des étudiants épinglés comme des preuves irréfutables. Je les ai serrés contre moi. J'ai roulé jusqu'à la gendarmerie la plus proche. J'ai raconté tout ce que j'avais vu. Les officiers m'ont écouté en silence, l'air sceptique. Mais quand je leur ai tendu les photos, l'un d'eux a blêmi. Ces clichés, ce sont les mêmes que ceux de l'enquête de 1998. Ils n'auraient jamais dû quitter nos archives. Je n'ai pas su quoi répondre. Ils m'ont remercié, m'ont dit qu'ils allaient rouvrir le dossier. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Car ce soir encore, alors que je roule seul sur l'autoroute, je jette un regard dans mon rétroviseur. Et là, dans la distance, 2 phares blancs apparaissent, réguliers, implacables. La camionnette n'oublie jamais.